There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. Nous sommes le 20 décembre 1993 et la police de Los Angeles débarque à Neverland, la propriété privée de Michael Jackson, munie d'un mandat autorisant à photographier les parties intimes de Michael Jackson. Mandat qui répond à une des pires accusations dont un homme peut faire l'objet, avoir abusé d'un enfant. Et alors que la justice pense en faire son devoir, le grand public garde encore des doutes sur la culpabilité de Michael Jackson, qui va malheureusement voir cette histoire se répéter. Mais si certains le savent innocent, ceux qui le pensent coupable savent-ils réellement ce qui s'est passé cette année-là? Avait-il réellement tous les tenants et les aboutissants d'une affaire qui va se révéler être une des pires histoires d'extorsion? Donc que vous le croyez coupable ou non, laissez-moi vous expliquer exactement ce qu'était l'affaire Chandler. Dans cette première partie, je reviendrai point par point sur les éléments essentiels de l'affaire. Et qu'on soit bien d'accord, comme dirait Thomas Mesro, je suis là pour défendre les intérêts de Monsieur Jackson. Tout commence avec une simple panne de voiture. Michael Jackson est seul au milieu de Los Angeles, sur le boulevard Wilshire. Craignant que les gens le reconnaissent dans la rue et paradoxalement, cherchant tout de même de l'aide pour pouvoir repartir. Puis ce qui devait arriver arriva, une jeune femme reconnaît la star, s'approchant alors de lui pour lui proposer son aide. Étant employé dans une boîte de location de voitures, celle-ci lui propose son aide et lui propose de lui louer une voiture pour lui venir en aide. Sur le chemin, elle prévient son patron, un certain David Schwartz. David reste un moment sidéré puis se mit à réaliser que la star Michael Jackson est en train d'arriver dans son agence. Ni une ni deux, il appelle sa femme dont le fils est un grand fan de Michael Jackson. Voyant alors l'opportunité pour son beau-fils de 12 ans de rencontrer son idole. La femme de Schwartz, appelée June, attrape donc son fils et fonce à l'agence. June et son fils se retrouvent nez à nez avec Michael Jackson et si le garçon semble intimidé, June ne pouvait s'empêcher de lui chanter ses louanges. Avant de repartir, June va confier son numéro à Michael Jackson, en le suppliant de les recontacter. Celui-ci prend le numéro, salue la jeune femme puis le jeune garçon qui se présente sous le nom de Jordan Chandler. Michael Jackson tient sa promesse et contacte la famille quelques jours plus tard, proposant alors au jeune garçon de lui rendre visite à son appartement de Century City. Et si la version officielle atteste que June aurait refusé cette proposition le jeune garçon étant en examen, des témoignages de proches de la famille corroborent l'idée qu'elle n'aurait jamais refusé une telle proposition, sachant que dès le début, elle espère pouvoir intégrer la vie du chanteur en lui laissant leur numéro. Et l'avenir va nous démontrer d'ailleurs que la deuxième option semble bien sûr la plus envisageable. Par la suite, Michael Jackson entame la première partie du Dangerous Tour. Cependant, il ne néglige pas son amitié naissante avec le jeune garçon. Car Michael Jackson était connu pour se lier d'amitié avec les jeunes enfants, lui rappelant alors ses jeunes années qu'il n'avait pas pu vivre étant souvent au studio. De ce fait, il traînait principalement avec des célébrités. On a pu ainsi l'apercevoir entre autres avec Emmanuel Lewis ou encore Macaulay Culkin, la star de Maman j'ai raté l'avion, qu'il a à plusieurs reprises invité à Neverland, enregistré dans les archives privées de la star que Michael Jackson avait pu nous dévoiler dans le documentaire Private Home Movie. Toujours est-il que pendant ses déplacements, Michael Jackson pense souvent à prendre des nouvelles de Jordan, lui évoquant alors l'idée de l'inviter lui et sa famille à Neverland pour pouvoir leur faire découvrir le parc, un univers éloigné de la notoriété publique du chanteur. Et c'est après la première partie du Dangerous Tour que Michael Jackson rentre en Californie. Il propose alors à la famille Chandler de venir passer le week-end au ranch. Schwartz va être absent de ce week-end, mais Jordan va se rendre avec sa sœur et sa mère au parc. Ils vont séjourner dans la maison des invités et partager des moments incroyables avec la star, jusqu'à privatiser un Toys R Us qui, une heure après la fermeture, va laisser le champ libre à Jordan et sa sœur pour choisir tous les jouets qu'ils veulent. Michael Jackson va proposer à la famille de revenir le week-end suivant, mais va cette fois-ci leur envoyer une voiture. La voiture arrive sur place pour accueillir la famille. Lorsque la porte s'ouvrit, Michael était présent dans la voiture avec un autre jeune garçon, Brett Barnes, un jeune garçon qui a partagé la vie de Michael Jackson et qui, encore aujourd'hui, a toujours défendu la star. Macaulay Culkin, qui a également souvent défendu Michael Jackson, fait mention du fait que personne ne pouvait réellement comprendre le lien que Michael entretenait avec les enfants. Que ce monde innocent dont Michael avait besoin pour s'émanciper de ce monde d'adulte dans lequel il avait été projeté si jeune. Car quand on y pense, la relation que Michael entretenait avec les enfants n'avait alors jamais posé de problème à personne et n'avait jamais soulevé l'indignation du public. Yann Elprine, un journaliste qui mena une enquête autour de Michael Jackson voulant prouver sa culpabilité, rencontre dans ce cadre Macaulay Culkin qui lui décrivit sa relation avec les enfants ainsi. Il existe une expression pour dire de quelqu'un qu'il est un grand enfant, mais ça ne reste qu'une façon de parler. Pour Michael Jackson, c'était réellement le cas. Il en était vraiment un. Il savait être l'homme qui parle de musique, business comme un adulte, mais après il se transforme. C'est remarquable. Il devient un enfant et ne fait pas semblant. Je me rappelle avoir pensé qu'il était différent de tous les autres adultes que j'avais rencontrés. Il était comme moi.
Ian Halperin confronte alors Macaulay Culkin par rapport aux dires de Michael Jackson dans le documentaire Living with Michael Jackson où il déclarait partager son lit avec des enfants. Mais Culkin a clarifié tout de suite le contexte. D'abord, c'était un lit énorme, et puis il y avait toujours des gens entre le personnel et les domestiques, puis les conseillers qui se rendaient aussi régulièrement dans la chambre. La porte était toujours ouverte, et ma famille toujours conviée. C'était plus une sorte de veillée géante de colonie de vacances. Cela peut paraître étrange pour quelqu'un qui n'a pas vécu ces moments, et d'une certaine manière, c'est bizarre. Mais tout ça était tellement innocent, si vous le connaissiez vraiment, vous sauriez que tout ceci est stupide. Et Culkin se souvenait très bien des moments passés avec Brett Barnes et un certain Wade Robson dont on parlera dans une autre vidéo. Et Jordan Chandler était un peu comme le dernier arrivé dans ce groupe d'amis. Et en mars 93, dans un témoignage versé à l'instruction, donc à prendre avec des pincettes, Michael Jackson invite de nouveau la famille Chandler à Las Vegas. Louant alors 3 chambres d'hôtel, une pour lui, une pour Jordan et une autre pour June et la petite Lily. Alors que le soir, Michael Jackson et Chandler regardent l'exorciste, le jeune garçon ne se sent pas rassuré de retourner seul dans sa chambre. Michael lui propose alors de rester dormir, laissant alors son lit au garçon et se couchant par terre de son côté. June, constatant que le lit de Jordan n'avait pas été utilisé, avait fait savoir son mécontentement face à la situation. Michael rassura la jeune mère, qui aurait alors indiqué que Michael pouvait dormir dans la même pièce que le jeune garçon. Et il est temps maintenant de parler d'un autre acteur important de cette histoire que nous n'avons pas encore évoqué, le père de Jordan Chandler, Evan Chandler. Evan Chandler est un dentiste de Beverly Hills et connu dans son secteur pour être un praticien aux pratiques douteuses. Une affaire qui remonte à 1978 où il avait effectué un travail de restauration sur 16 dents pour un patient en une seule et même visite. Cependant, l'ordre des dentistes avait qualifié ce travail de flagrante ignorance et incompétence, ce qui lui fit perdre sa licence professionnelle. Mais en réalité, il n'eut que 90 jours de suspension et une période probatoire de 2 ans et demi. Et dans son cadre privé, c'est son mariage avec June qui vole en éclats. Celle-ci demandant le divorce et de par son tempérament colérique, elle réussit à obtenir la garde de Jordan. Alors grillé dans sa profession, Evan Chandler tente sa chance à Hollywood en essayant de vendre des scénarios, mais qui ne trouve pas preneur à Hollywood. Il arrive cependant à coécrire une comédie avec Mel Brooks intitulée Sacré Robin des Bois, qui va avoir un succès plutôt mitigé. Evan Chandler se révèle donc être un homme aux pratiques plutôt douteuses, peu scrupuleux et avec une volonté de percer à Hollywood. Autant vous dire que l'amitié naissance entre son fils et la plus grande star du monde était pour Evan Chandler un alignement d'étoiles parfait qui pouvait lui donner sa chance et assouvir ses ambitions. Voyant donc la situation d'un très bon œil, celui-ci donne une sorte d'approbation quant à l'idée que le chanteur fasse partie de la vie de son fils. Et un peu comme la famille Cassio, les Schwartz deviennent un peu une famille de cœur pour Michael, passant du temps dans leur maison de Santa Monica. Mais la place de Michael Jackson au sein de la famille va commencer à susciter certaines jalousies, notamment sur la figure paternelle pour Jordan qui devait normalement être attribuée soit à Evan Chandler, soit à David Schwartz. Mais à ce moment, selon une enquête menée par Mary Fisher en 1994 pour GQ, Evan Chandler se vantait de l'amitié entre Michael et son fils, suggérant même au garçon de proposer à Michael de venir également passer du temps chez lui. Evan Chandler aurait d'ailleurs, selon les sources de Mary Fisher, proposé à Michael Jackson de faire construire une annexe à sa maison pour qu'il puisse s'y installer. Mais le cadastre ayant refusé l'extension, il aurait carrément demandé à Michael de lui faire construire une nouvelle maison. Il avait souvent de longues conversations téléphoniques avec le chanteur, lui demandant des conseils et des contacts pour ses scénarios. Seulement Michael Jackson voit le côté arriviste d'Evan Chandler et décide de ne plus lui répondre au téléphone, mais sans pour autant vouloir détériorer son amitié avec son fils. C'est alors qu'Evan Chandler va apprécier de moins en moins le fait d'être mis de côté, et va commencer à énoncer des doutes sur le caractère innocent de la relation entre son fils et la star. Il va d'ailleurs par la suite rendre public un soi-disant journal intime qu'il aurait tenu à cette époque, offrant alors le dit journal à la journaliste Diane Dimond, affirmant alors qu'il supposait que Michael Jackson se tapait son fils. Il décrit dans ce journal un échange qu'il aurait eu avec Michael Jackson. Quelle est la nature de votre échange ? Cosmique, je ne la comprends pas moi-même, nous étions faits pour être ensemble. Il affirme ensuite que Michael Jackson serait venu chez lui et au moment de dire bonne nuit, Michael Jackson se serait endormi contre son fils en position fétale, les mains posées sur l'entrejambe du jeune garçon. C'est l'un des éléments les plus troublants de cette affaire. On constate que le seul témoin d'événements troublants est toujours vu par Evan Chandler. D'autant que selon les faits et après cette fameuse conversation ou ce qu'il a vu dans la chambre, Evan Chandler n'a pas changé de comportement vis-à-vis de Michael Jackson. Et à ce moment, il aurait pu contacter les services sociaux pour faire part de ses inquiétudes. Mais celui-ci préfère se tourner vers un avocat, et pas n'importe lequel. Barry Rothman, connu pour être sans scrupules et très peu attaché à la vérité des faits. Evan Chandler continue sa croisade et commence à confondre la mère de Jordan, June, la menaçant de lui retirer la garde.
David Schwartz décide alors de prendre les devants et comprendre ce qu'Evan Chandler avait réellement en tête, eux qui n'avaient jamais été témoins d'éléments douteux. Mais par prudence, David Schwartz décide d'enregistrer la conversation qu'il va avoir avec Evan Chandler, dont voici un extrait. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. This attorney I found, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's a fact, Dave. That's what's Does that help? Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? It's irrelevant to me. C'est alors que David Schwartz s'empresse d'aller faire écouter à Michael Jackson la conversation qu'il venait d'avoir avec Evan Chandler. Michael Jackson prévient alors immédiatement son avocat de longue date, Bertram Fields. Bertram Fields est un avocat de la défense assez convoité des célébrités, ayant la réputation de toujours parvenir à obtenir la vérité et démêler beaucoup d'ennuis juridiques. Il embauche alors le détective privé que tout le monde appelle le Pélican, Anthony Pellicano, connu pour être l'enquêteur des stars, réputé pour avoir des méthodes plutôt douteuses pour obtenir les preuves dont il a besoin. Et il faut reconnaître que l'enquêteur en soi n'est pas forcément le plus fiable dans la mesure où il va être condamné en 2008 pour extorsion, racket et manipulation de témoins. Toujours est-il que le Pélican va écouter les 10 minutes de conversation entre Schwartz et Chandler, et celui-ci est vindicatif quant à la tentative d'extorsion de fonds. Mais d'un autre côté, le Pélican ne cherchait pas forcément à déterminer si Michael Jackson avait fait ou ne pas fait ces fameuses choses. Et cela lui apportait peu dans la mesure où son travail était de trouver la vérité et selon cette vérité pouvoir construire la meilleure stratégie possible. Donc comprenez bien que le Pélican n'en avait absolument rien à faire quant à savoir si Michael Jackson avait quelque chose à se reprocher. Il se rend à l'appartement de Michael Jackson à Century City pendant son absence afin d'y rencontrer le jeune Jordan et sa sœur Lily qui y séjournaient à ce moment-là. Le Pélican commence à interroger Jordan en se mettant dans la peau d'un enquêteur social. Ayant alors l'idée du protocole sur la manière d'interroger un enfant face à une suspicion de mauvais traitement. Il va lui poser des questions telles que « As-tu déjà vu Michael nu dans son lit ? T'a-t-il déjà touché ?» Et le jeune garçon répondit non de manière catégorique, insistant sur le fait que Michael Jackson n'avait absolument rien à se reprocher. Le détective, de par son expérience, est donc convaincu que Jackson n'avait rien à se reprocher, appuyant un peu plus son idée d'extorsion de fonds de la part d'Evan Chandler. Mais bien sûr, la conviction du Pélican ne suffit pas pour établir l'innocence de Michael Jackson. Cependant, elle l'aide à aborder la stratégie à adopter vis-à-vis du père de Jordan, tout en sachant que le plan de celui-ci était de menacer de salir l'artiste sans se soucier de la vérité. Et Brett Field craint alors que Evan Chandler mette à exécution ses menaces. Car si l'affaire s'ébruite, malgré son innocence, elle va forcément écorner le chanteur aux yeux du public. Et de son côté, Evan Chandler commence à élaborer sa stratégie, seulement un problème se pose pour lui, la garde de Jordan Chandler. Et comment le faire venir chez lui ? Aux yeux de la loi californienne de l'époque, June est la seule responsable de Jordan aux yeux de la loi, ne permettant donc pas à Evan de représenter son fils dans le cadre d'une plainte au civil. Evan Chandler devait alors pouvoir changer ça et va mettre au point un stratagème pour pouvoir récupérer son fils. Comme on l'a entendu dans l'enregistrement, Evan Chandler fait appel à Barry Rothman, un avocat très réputé pour être un spécialiste du droit du divertissement. Attendez une minute, un spécialiste du droit du divertissement ? C'est bizarre ça. Pourquoi il fait pas appel à un avocat spécialisé dans les affaires familiales ? Donc l'avocat censé tout détruire sur son passage à la manière surnoise, méchante et cruelle qu'il maîtrise bien est spécialiste du divertissement, et cela en dit long sur les véritables intentions de Chandler. D'autant que Rothman avait fait l'objet d'une enquête par le magazine GQ, qui avait mis en lumière plusieurs mensonges et manipulations durant sa carrière. Ayant à peu près une vingtaine de poursuites judiciaires à son encontre et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires à plusieurs reprises par le barreau de l'État de Californie. Et on peut ajouter à son palmarès une suspension de 12 mois. Sa propre secrétaire le qualifiait de vrai démon tout droit sorti du gouffre de l'enfer. Et à ce moment de sa vie, Rothman était au bord du gouffre financièrement. Sa société venait de fermer, sa carrière battait de l'aile et il devait énormément d'argent à des créanciers peu fréquentables. Ah là là, si seulement une affaire juteuse avec un multimillionnaire pouvait lui tomber sous la main. Vous voyez où je veux en venir ? De son côté, Evan Chandler demande à June s'il peut prendre son fils à partir du 12 juillet pour une semaine en ayant l'intention de ne pas rendre son fils à sa mère. Au lendemain, Evan Chandler fait rédiger une lettre par Rothman à June.
indiquant qu'il récupérait la garde de son fils avec pour interdiction de celui-ci de quitter Los Angeles et de ne plus avoir de contact avec Michael Jackson. June aurait cependant droit à 2 visites par semaine. Evan la menace alors de représailles si elle n'accepte pas de signer un accord. June s'exécute, révélant plus tard qu'elle était terrorisée à l'idée de ne plus jamais revoir Jordan. Et Evan Chandler continue à placer ses pions. Il fait appel à un psychiatre nommé Mattis Abraham, lui demandant alors ce qu'il pensait du fait qu'un enfant de 13 ans dorme dans le même lit qu'une célébrité de 34 ans alors que d'autres lits sont disponibles. Et celui-ci répondit qu'il qualifierait ça d'obscène. La prochaine étape, c'était donc faire parler Jordan. Chandler propose à son fils de l'anesthésier pour lui retirer une de ses dernières dents de lait. Il fait appel à Mark Torbiner, un anesthésiste pour endormir le jeune garçon. Et une fois la dent retirée, Evan Chandler enchaîne immédiatement un interrogatoire auprès de son fils qui a été publié dans le livre de Diane Dimon. Je lui ai demandé des détails sur sa relation avec Michael Jackson, je lui ai menti en lui disant les avoir entendus dans la chambre, que je savais tout, mais que je voulais l'entendre de sa bouche, qu'il fallait qu'il me dise la vérité et que s'il mentait, je ferais tout pour détruire Jackson. Je vais te poser des questions, réponds par oui ou par non. Jordan répondit promis. Je t'ai déjà menti? Non, je ne le ferai jamais. Tu ne feras pas mal à Michael? Promis. Personne ne va être mis au courant? Promis. Quelle est la question? Michael Jackson a-t-il déjà touché ton entrejambe? Jordan hésite à répondre, mais selon Evan, il aurait répondu un oui, plutôt évasif, encore assommé par l'anesthésiant. Vous conviendrez que c'est plutôt étrange de s'entretenir avec son fils de la sorte, surtout tout juste après une anesthésie. Il aurait très bien pu l'interroger plus tard lors d'une soirée tranquille posée dans le salon. Mais vous allez comprendre très vite que cela cache une vérité bien plus sordide. Mais qu'importe, c'est suffisant pour Rossman qui va chercher à entamer la première négociation. Une première rencontre eut lieu le 4 août en présence de Rossman, Anthony Pellico et Michael Jackson. Rossman lut la lettre manuscrite du psychiatre sans parler de l'échange entre Jordan et son père, pointant alors la star du doigt en lui disant « Je vais te ruiner ». Pellico revit Rossman 5 jours plus tard, s'attendant à une demande d'arrangement financier, mais à la place, Rossman, plus subtil, demande à ce que Michael Jackson achète 4 scénarios à Evan Chandler pour un montant de 5 millions de dollars chacun, soit 20 millions de dollars au total. Le Pélican refuse catégoriquement, pointant du doigt l'extorsion de fonds et officialise sa réponse plus tard par l'envoi d'un fax appuyant le fait que M. Jackson n'avait absolument rien à se reprocher. Mais une contre-proposition va être tout de même faite dans l'espoir de clôturer cette situation. Laisser Evan voir son fils plus souvent et que Michael Jackson travaille avec lui sur un scénario pour 350 000 $. Rossman demande alors à ce que 3 scénarios soient financés, ce qui est contredit plus tard par Chandler, qui va affirmer que c'est Michael qui a directement proposé 3 scénarios avant de changer d'avis. Chandler se vantant d'avoir quasiment réussi à extorquer près de 20 millions de $. De son côté, June alerte la Cour supérieure de Californie pour pouvoir récupérer son fils. Persuadé que celui-ci avait été contraint de faire ses sordides révélations, mais Evan Chandler fait barrage avec son avocat et en se servant du Dr Braham, lui révélant le nom de son fils et celui de la star impliquée. Celui-ci va s'entretenir près de 3 heures avec Jordan et la nuit suivante, les services sociaux vont intervenir avec 2 policiers. Dans la matinée du 23 août 1993, les autorités se rendent à Neverland pour une perquisition. Mais Michael Jackson s'était déjà envolé en Thaïlande pour le Dangerous Tour. C'est donc le majordome qui accueille les policiers. Et c'est à ce moment précis qu'un autre acteur important de l'affaire Chandler va faire son entrée, le procureur Tom Snedden. Snedden illustre le fait de vouloir la peau de Michael Jackson, répondant à une ambition politique qui lui permettrait de devenir procureur général si celui-ci était à l'initiative de l'arrestation de la plus grande star du monde, étant capable de prouver une culpabilité. Cependant, la perquisition ne va pas aboutir à grand-chose. Des photographies ou tout enregistrement de mineurs ainsi que des journaux intimes, répertoires téléphoniques ou carnets d'adresses sont embarqués. Et les policiers sont donc à ce moment-là dans une impasse. Sauf qu'au même moment, les radios locales commencent à ébruiter le fait que la police est à Neverland. Confirmé par la suite par le porte-parole de la police de Los Angeles que Michael Jackson faisait bien l'objet d'une enquête criminelle. Le Pélican va prendre les devants et va offrir une entrevue à la TV pour dénoncer la tentative d'extorsion de fonds qui avait mal tourné mais que Michael Jackson aurait gain de cause malgré les dégâts provoqués. Déclarant ainsi, ces gens ont essayé de lui soutirer beaucoup d'argent mais face au refus de payer, ils ont appelé les services sociaux déclenchant la dite enquête. Mais la machine s'emballe trop vite et les médias commencent alors à parler d'attouchement sur mineurs. Michael est alors en Thaïlande et apprend la nouvelle sur l'ébruitement de l'affaire alors qu'il est en pleine répétition. Et sa réaction ne se laisse pas attendre, arrêtant totalement sa chorégraphie et tombant en larmes sur scène.
Très vite, les fans se mobilisent et Elizabeth Taylor prend immédiatement le pli d'aller s'occuper de son amie. Elle qui avait été témoin depuis 20 ans de sa profonde amitié pour les enfants, qu'il côtoyait le sachant incapable de tel acte. Mais Michael Jackson doit faire front et va tout de même honorer son concert le soir même. Restant dans sa ligne éditoriale de ne rien changer de ses habitudes afin de démontrer qu'il n'avait rien à se reprocher, n'hésitant pas à faire monter près de 40 enfants sur scène auprès de lui pour la prestation de Heal the World. Et côté public, celui-ci reste à ce moment-là du côté du chanteur. Un sondage télévisuel avait d'ailleurs reporté que 80% du public était dans l'idée que Michael Jackson n'avait rien à se reprocher. Un autre élément troublant, Rossman, l'avocat de Chandler, va lui-même engager son propre avocat. Un certain Robert Shapiro, pour assurer sa défense, s'attendant suite à la perquisition de Neverland d'être poursuivi pour extorsion de fonds. Jusqu'à ce que le 14 septembre 1993, les déclarations de Jordan Chandler vont changer la donne et mettre à mal le chanteur. Et du côté des Schwartz, Evan arrive à faire peur à June, lui indiquant qu'elle serait pointée du doigt pour avoir permis à son fils d'entretenir une relation avec Michael. Elle décide alors, pour protéger les siens, de se tourner vers le camp d'Evan, se désolidarisant de Michael Jackson. En plus de ça, June avait reçu au mois d'août la visite de 2 policiers en présence de son avocat, Maître Friedman. Lui ayant dit la chose suivante. « Nous avons la plainte d'un seul garçon, mais nous sommes convaincus que Michael Jackson est un agresseur d'enfants car il correspond au profil type. » Une énorme bêtise discréditée par le docteur Ralph Underweger, psychiatre qui traite des pédophiles et des victimes d'inceste depuis 1953. Déclarant alors « Ils ont fait une énorme erreur complètement absurde et illogique. J'ai trouvé le cas suspect parce que les seuls indices provenaient d'un unique garçon. Mais cette configuration est peu réaliste. Les vrais pédophiles ont en moyenne 240 victimes au cours de leur vie. C'est un trouble progressif et ils ne sont jamais satisfaits. » De leur côté, June et Evan vont prendre conseil avec un autre avocat, Gloria Allred, qui considère que les médias vont être le talon d'Achille de Michael Jackson. Cependant, Shapiro estime que se servir des médias pousserait Jackson à refuser un règlement à l'amiable. Ce qui, vous l'avez bien compris, est l'objectif principal depuis le début. Il se paye alors les services d'un avocat du droit civil, Larry Feldman, pour être conseillé au mieux sur la manière d'amorcer une négociation avec le chanteur. Il commence alors par poser une plainte au civil pour ses vices sexuels. Séduction, faute intentionnelle, responsabilité d'un choc émotionnel, abus et négligence. Michael Jackson et Jordan s'étant adonnés à bon nombre de pratiques sexuelles, faisant lieu de plusieurs fellations et autres pratiques. Accompagné d'un témoignage de Jordan Chandler, écrit sous serment qui faisait pas moins de 4 pages. Où Jordan indique avoir dormi à plusieurs reprises avec le chanteur sans qu'il ne se passe rien dans le lit depuis l'épisode de Las Vegas que nous avions évoqué plus tôt. Affirmant alors que les attouchements seraient arrivés graduellement et qu'ils avaient pris un bain ensemble se voyant nus pour la première fois, parlant par la suite de masturbation. Le témoignage de Jordan est troublant d'affirmations détaillées sur les pratiques faites l'un à l'autre, ou la manière dont il indiquait à Michael qu'il n'aimait pas ce qu'il se passait et que celui-ci se mettait à pleurer en disant qu'il ne faisait rien de mal. Un témoignage clé pour le coup et plus que préjudiciable pour Michael Jackson. Seulement un élément clé qui contextualise le témoignage de Jordan devient plus que troublant et va venir anéantir le témoignage du jeune garçon. Car rappelez-vous du fameux témoignage que Evan Chandler avait fait à son fils juste après une anesthésie. Car le produit que Evan a administré à son fils va s'avérer un tout autre produit appelé l'amital de sodium, qui n'a en réalité rien à voir avec un anesthésiant. L'amital de sodium est en réalité un barbiturique puissant qui met les personnes qui s'en administrent en état d'hypnose, provoquant des symptômes tels que la somnolence, le sentiment d'ivresse, bien-être, relaxation, désinhibant qui permet d'évoquer des sujets que l'on n'aurait pas l'habitude de parler en public. Et avant, on utilisait l'amital de sodium comme sérum de vérité sur les prisonniers, avant de se rendre compte que le produit donnait des hallucinations et des défaillances de la mémoire, ce qu'on appelait communément le syndrome du faux souvenir, consistant à essayer de faire renaître des souvenirs refoulés en thérapie, mais ayant en réalité pour effet de créer des souvenirs qui ne sont jamais arrivés. Plusieurs affaires sordides avaient déjà été en proie par un traitement à l'amital de sodium, tel que Holly Ramona, persuadée d'avoir été agressée sexuellement par son père, mais les experts ont statué sur le fait que celle-ci ne se souvenait d'événements qu'à partir du moment où elle avait consommé la substance. Élément d'ailleurs qui est reconnu par un des plus grands psychiatres, spécialiste du domaine à l'université de Pennsylvanie, pionnier dans l'utilisation de l'hypnose et l'amital de sodium. Nous avons également une étude du Dr August Piper, psychiatre et chercheur, qui avait démontré que les patients utilisant l'amital de sodium pour faire remonter des souvenirs refoulés avaient en réalité déformé la réalité. Et nous avons une autre étude plus légère mais très intéressante d'Elizabeth Loftus, professeure en psychologie à l'Université de Washington.
Elle a fait près de 200 expériences avec près de 20 000 individus, démontrant alors qu'il était facile d'inoculer de faux souvenirs aux patients. Elle a par exemple diffusé une bande-annonce de Disneyland en faisant apparaître Bugs Bunny, personnage de Warner Bros. Et 30% des participants disent se rappeler avoir rencontré le lapin lors de leur visite au parc et lui avoir serré la main, alors que c'est évidemment impossible. Mais revenons un peu à Mark Torbiner, l'anesthésiste qui avait fait venir Evan Chandler pour son fils. L'anesthésiste qui avait administré le produit à Jordan va être interrogé par la journaliste Mary Fisher dans le cadre d'une enquête qu'elle donne pour titre « Michael Jackson a-t-il été victime d'un coup monté ?» Elle met en lumière le fait que Torbiner avait mouillé dans une histoire de mensonge et s'était fait renvoyer de l'université de Los Angeles où il était professeur assistant en chirurgie dentaire. Ayant violé sa licence professionnelle pour avoir administré à des patients de la morphine ou du Demerol, antidouleurs très puissants qui ne sont normalement pas administrés dans le cadre de soins dentaires. On découvre alors que c'est l'avocat Barry Rossman qui avait présenté Evan Chandler à Mark Torbiner. Ainsi, la crédibilité de Torbiner est mise à mal et rend plausible le fait qu'il ait pu administrer l'amital de sodium et violer les procédures normales. Mais ce seul témoignage n'est pas suffisant pour prouver l'administration de ce barbiturique. Sauf que, Evan Chandler avait eu l'occasion de s'entretenir quelques mois auparavant avec un reporter de la chaîne KCBC TV, où Evan Chandler avait reconnu avoir utilisé l'amital de sodium mais dans l'unique but d'opérer son fils. Et donc les aveux de son fils ont bien été faits sous l'effet de ce produit. Les réactions de Jordan étaient extrêmement similaires avec celles observées sur les autres patients à qui l'on a administré le produit. Et les experts s'accordent à dire que le produit n'est jamais utilisé dans le cadre d'une extraction de dents de lait. Ainsi, le Dr John Niagela, directeur du programme de spécialisation en anesthésiologie dentaire, déclare qu'il n'y a aucun intérêt au regard de toutes les alternatives efficaces et sûres à la disposition des dentistes. De plus, Mary Fisher, lors de son entretien avec Mark Torbiner, lui avait directement posé la question et celui-ci a bien confirmé avoir eu recours à l'amital de sodium, mais toujours dans le cadre de soins dentaires de Jordan. Toutefois, un élément troublant qui n'avait pas pu être mis dans la tête de Jordan Chandler par son père, même sous l'effet de l'amital de sodium, c'est bien évidemment la description qu'il faisait de l'anatomie de Michael Jackson. Ce qu'il va évoquer dans son interrogatoire avec l'officier Deborah Linden. Il va indiquer que Michael Jackson serait circoncis et aurait les poils courts, avec des marques roses et brunes sur les testicules. Linden oriente donc son interrogatoire afin de récupérer des infos sur l'anatomie de Michael que Jordan aurait pu connaître uniquement dans le cadre d'un rapport intime. Dans la mesure où les différentes descriptions qu'il était en train de faire auraient pu tout simplement venir du fait qu'il aurait pu apercevoir Michael Jackson à la piscine par exemple. Jordan décrivit alors une tache sur l'entrejambe de Michael Jackson lorsque celui-ci était en érection. Tom Sneddon voit en ce témoignage la possibilité de confondre le chanteur si celui-ci était soumis à un examen qui permettrait d'identifier clairement sur son corps les détails donnés par le jeune garçon. Et de son côté, Michael Jackson va engager l'avocat Johnny Cochran dans son équipe juridique. Et celui-ci va formellement s'opposer à l'examen, déclarant « Il faudra me passer sur le corps ». De son côté, Sneddon va voir sa demande rejetée 2 fois, jusqu'à ce qu'un juge convaincu par le procureur accorde un mandat pour inspecter et photographier les parties génitales de Michael Jackson. Cochran essaye de conseiller au mieux Michael Jackson, lui indiquant que refuser l'examen pourrait être perçu comme un aveu de culpabilité de la part du public. Le procureur se voit cependant obligé d'organiser l'examen avec l'équipe juridique de Michael afin que celui-ci se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il est convenu que l'examen se fasse à Neverland en présence du docteur et du photographe personnel de Michael Jackson, avec la présence d'un seul officier et aucune présence féminine. L'expérience va avoir lieu le 20 décembre 1993 et ce qui est sans nul doute une des expériences les plus traumatisantes pour Michael Jackson. Se sentant tellement humilié qu'il décide par la suite de faire un communiqué à la presse, achetant du temps d'antenne et diffusant son message de Neverland le 22 décembre. And fans, I wish to convey my deepest gratitude for your love and support. I am doing well and I am strong. As you may already know, after my tour ended, I remain out of the country undergoing treatment for a dependency on pain medication. This medication was initially prescribed to see the excruciating pain that I was suffering after recent reconstructive surgery on my scalp. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that.
I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, one that no person should ever have to suffer. And even after experiencing the indignity of this search, the parties involved were still not satisfied and wanted to take even more pictures. It was a nightmare, a horrifying nightmare. But if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be it. Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. If I am guilty of anything, it is of believing what God said about children. Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. In no way do I think that I am God, but I do try to be God-like in my heart. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Sachant que 10 jours plus tôt, poussé par son amie Elizabeth Taylor, il avait décidé d'annuler les dernières dates de sa tournée, puis de partir se reposer en Suisse dans une clinique privée pour soigner son addiction aux médicaments, devenue plus importante depuis le début de l'affaire. Concernant les photos de l'appareil génital de Michael Jackson, celui-ci est analysé avec dans l'autre main la description qu'avait fournie Jordan Chandler. Les taches de couleur sont apparentes, cependant, contrairement à ce qu'avait affirmé le jeune Chandler, Michael Jackson n'est pas circoncis. Et les photos vont confirmer par la suite que la description ne correspond pas au pénis de Michael Jackson. Élément qui semblait être le seul à pouvoir attester la culpabilité de Michael, mais ne suffisait pas à contester les accusations. Faisons le bilan des investigations à cette date. Snedden ne peut se servir des photos qui ne correspondent pas. 12 enquêteurs continuent leur enquête, explosant les frais d'investigation à 2 millions de dollars. De nombreux enfants qui ont dormi à Neverland ont témoigné que Michael Jackson s'était toujours très bien comporté avec eux. Les perquisitions n'ont rien révélé de tangible. Et malgré tous ces éléments, le dossier reste vide, empêchant Snedden d'entamer les poursuites qu'il désire pourtant vouloir lancer. C'est donc en manque d'éléments que Snedden va commencer à recueillir des témoignages et donner du crédit à un couple qui avait travaillé à Neverland. Le couple indiquait avoir vu Michael Jackson avoir des rapports intimes avec de jeunes garçons. Mais leur histoire, qui ne cessait de changer au gré des sommes d'argent proposées, furent très vite abandonnées par les enquêteurs, comprenant que le témoignage du couple était défaillant. On a eu ensuite le couple Lamarck, ayant également travaillé pour Michael Jackson, qui tente de vendre une histoire où celui-ci aurait abusé de Macaulay Culkin. Un récit qui fut très vite discrédité.
Mais Snedden inclura tout de même le témoignage et les écoutes téléphoniques du couple, enregistrées par Barresi, qui avait donné les enregistrements au Pélican. Snedden veut pouvoir les faire témoigner, mais le couple préfère vendre leur histoire au plus offrant. Histoire qui se décrédibilise également sur le fait qu'elle change constamment à chaque récit et ne pouvait être recevable dans un tribunal. Et par la suite, c'est une ancienne femme de ménage de Neverland, intitulée Blanca Francia, qui va témoigner dans l'émission de Diane Dimond, Hard Copy, indiquant avoir été témoin de certains sévices que Michael Jackson aurait eu avec des enfants, indiquant également que son fils de 8 ans aurait pu être touché également par le chanteur. Cependant, même problème que les autres, la jeune femme a du mal à garder un discours crédible. De plus, on apprend qu'elle a été payée 20 000 $ pour venir apporter ce témoignage à l'émission. Ceci dit, il faut tout de même reconnaître que le fait qu'elle soit rémunérée ne veut pas forcément dire qu'elle ment. Cependant, elle admettra avoir embelli son témoignage auprès de l'équipe juridique de Michael Jackson, exprès pour l'émission. Et contrairement à ce qu'elle avait raconté dans l'émission, elle avoue sous serment n'avoir jamais vu Michael Jackson prendre de douche avec des enfants. De plus, 2 anciennes gouvernantes de Neverland tiennent également à témoigner allant contre les témoignages de Blanca Francia. Chandalu Jan, ayant travaillé pendant près d'1 an à Neverland, avait déclaré « Il est impossible que Michael ait pu faire ça, il n'est tout simplement pas comme ça ». Et Francine Orozco est venue également témoigner, elle avait travaillé 2 ans à Neverland. Je pense que ce ne sont que des mensonges, c'est horrible d'inventer à ce point tout ça pour de l'argent. Michael n'aurait jamais pu faire une chose pareille, jamais, jamais, jamais. De plus, les 2 gouvernantes gardent un très mauvais souvenir de leur collaboration avec Francia Blanca, affirmant qu'elle avait été licenciée pour mauvaise conduite et qu'elle semblait obsédée par Michael Jackson. Déclarant ainsi, on aurait presque dit qu'elle avait le béguin pour lui. Elle était très jalouse des autres femmes de chambre et elle voulait que personne ne s'approche de lui. Michael Jackson était super avec les enfants. Je pense qu'il aurait fait un excellent père et il est tout simplement merveilleux avec eux. D'autant que les gouvernantes étaient très souvent amenées à rentrer dans la chambre de Michael Jackson. Et elles affirmèrent qu'au grand jamais, elles n'avaient vu quelque chose de suspect. Un témoignage rendu crédible par le fait qu'elles ne travaillaient plus à Neverland depuis quelque temps et qu'aucune somme d'argent ne leur a été versée pour témoigner. Donc encore une fois, toujours aucun témoignage sérieux qui permette d'inculper Michael Jackson. Tous les enfants ayant été à Neverland et leurs parents ont témoigné en faveur de Michael Jackson, affirmant qu'il n'avait jamais rien fait d'immoral. D'autant qu'un des agents du LAPD, Federico Siccar, avait avoué s'être fait passer pour un enfant ayant eu des sévices étant lui-même jeune garçon, mais malgré cela, les témoignages ne changeaient jamais de version. Les perquisitions à Neverland et à l'appartement de Century City n'ont absolument rien donné sur une quelconque présomption d'adultes étant attirés par les enfants. Donc Tom Snedden doit se rendre à l'évidence. Tout semble indiquer que Michael Jackson est tout simplement innocent de ce qu'on lui reproche. Mais le procureur ne veut toujours pas laisser tomber. Faisant presque de cette affaire une conquête personnelle, voulant voir la tête de Jackson tomber et continuant à enquêter à charge. Il incite donc les agents à continuer les interrogatoires, ce qui tourne presque au harcèlement vis-à-vis des parents et des enfants qui ont fréquenté Neverland. Mais lassés de cet acharnement, les parents se plaindront à l'avocat de Michael Jackson, Brett Field, d'être constamment sollicités, malgré leur insistance sur le fait que Michael Jackson ne les avait jamais agressés. Brett Field décide alors d'écrire un courrier au chef du LAPD, Willie Williams. « Je suis au courant que vos agents racontent d'ignobles mensonges aux jeunes pour les effrayer tels que « nous avons des photos de vous nus » et les inciter à porter des accusations à l'égard de Michael Jackson, or nous savons que ces photos n'existent pas. Je vous exhorte de mettre un terme à ces abus. Faites votre enquête de la manière la plus minutieuse possible, mais avec la décence et l'honnêteté requises par les standards élevés qui par le passé m'ont rendu fier de la police de Los Angeles. Snedden est donc obligé de se résulter à ce que la providence lui fasse signe. Et ceci va finir par arriver et pas des moindres. Alors qu'il regarde la télévision, il tombe sur ceci. I must tell you that this is very difficult for me, that Michael is my brother. I love him a great deal, but I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes against small innocent children. And if I remain silent, then that means that I feel the guilt and the humiliation that these children are feeling, and I think it's very wrong. I have seen checks payable to the parents of these children. And I don't know if these children were apparently bought to the parents by Michael or not. But I have seen these checks. And I've seen these checks through my mother. She showed me these checks that Michael had written to these children. And it's for a great amount. And I'm not speaking pennies. The sums are very, very large amount. And this is my first time talking about it.
and I never want to speak about it. I never want to say anything about it. But I think it's sad because I am a victim myself, and I know what it feels like. And these kids are going to be scarred for the rest of their life, and I don't want to see any more innocent small children being affected this way. I love Michael very dearly, but I feel even more sorry for these children because they don't have a life anymore. They don't. Now you stop and you think for 1 second and you tell me what 35-year-old man is going to take a little boy and stay with him for 30 days and take another boy and stay with him for 5 days in a room and never leave the room. How many of you out there are 35 years old? How many men are out there? How many would take little kids and do that are 9, 10, 11 years old? Plutôt surprenant, la propre sœur de Michael Jackson se retournait contre lui. Sauf que elle a réussi à rendre peu crédible son témoignage dans la mesure où elle avait fait le mensonge de trop. Dans la mesure où elle affirmait vouloir écrire un livre sur sa famille et révéler que Michael Jackson avait été agressé sexuellement par leur père. Un livre qui ne sortirait jamais si, à la demande de Jack Gordon, son mari de l'époque, la famille lui versait près de 5 millions de dollars. Catherine Jackson, la mère de Michael, s'était très vite indignée et avait déclaré « Elle ment et je lui dirai en face, elle ment tout le temps ». Joe Jackson avait d'ailleurs appuyé en disant « C'est leur façon à LaToya et son mari de gagner leur vie par le mensonge ». Dr. Sneddon veut pouvoir faire témoigner LaToya Jackson devant un grand jury. Mais celle-ci fit sa rétractation avant même qu'il n'ait le temps de prendre contact avec elle. LaToya Jackson va démentir son communiqué, indiquant avoir été obligée par son mari de l'époque Jack Gordon, sous menace de s'en prendre à sa famille. Elle y était revenue lors d'une émission en 1994 et dans son autobiographie. De plus, Gordon avait déjà été arrêté pour voie de fait sur sa femme à 2 reprises pendant leur mariage. Celle-ci, le sachant capable de la tuer elle et sa famille, c'est un de ses frères qui un jour alla la chercher pour l'aider à s'enfuir de la maison et arrêter l'emprise de Gordon sur elle. Mais il faudra tout de même attendre 1996 pour qu'elle se sépare définitivement de lui et que le divorce soit prononcé. Donc encore un coup dans l'eau pour Sneddon. Aux abois, il tente une nouvelle stratégie et prend contact avec l'avocat d'Evan Chandler, Larry Feldman, pour pouvoir organiser une rencontre entre Jordan et le docteur Richard Gardner, un professeur de psychiatrie à l'université de Columbia, considéré comme un des meilleurs pour traiter des fausses allégations d'abus sexuels. L'entretien va être enregistré à New York et voilà ce qu'il révèle. Qui est le premier adulte à qui tu en as parlé? Mon père. Combien de fois t'a-t-il demandé avant que tu lui dises? Une seule fois. Tu lui as dit dès la première fois? La première fois, il a juste dit « vous mentez tous les deux », il n'a rien dit de plus et n'a pas posé de questions, j'ai fait comme si je comprenais pas. Tu lui as fait croire ne pas comprendre ce dont il parlait? Oui, il a demandé à ce que je vienne chez lui pendant 1 semaine, j'ai adoré être chez lui. Une fois, il a dû me retirer une dent, je n'aimais pas la douleur, je lui ai demandé d'être endormi et son ami est venu pour m'endormir. Quand je me suis réveillé, ma dent était retirée, je me sentais bien, un peu sonné, il n'y avait plus que mon père et moi et il m'a dit qu'il voulait savoir si des choses se sont produites avec Michael Jackson. J'ai dit oui et il m'a serré dans ses bras et voilà. Tu ne lui as jamais donné de détails? Non, jamais. Témoignage qui diffère pourtant de celui d'Evan Chandler qu'il avait déclaré dans l'émission de Jan Dimon. Car rappelez-vous que selon Evan, son fils avait mis bien plus de temps pour confirmer qu'il s'était passé quelque chose avec Michael. Mais du point de vue du psychiatre, le témoignage de Jordan Chandler semble crédible. Cependant, il ne savait pas que le garçon avait absorbé de l'amital de sodium. Côté Jackson, la défense se prépare. Mais les inquiétudes de l'avocat de Berthfield sur la possibilité pour Sneddon de réunir des éléments emmenant la faire face à un grand jury le déterminent à vouloir démontrer le manque de crédit d'Evan Chandler et de mettre en lumière l'escroquerie. Mais de son côté, son autre avocat Howard Witzman pense que Michael Jackson devrait se mettre au devant de la scène pour montrer sa détermination à faire face aux fausses accusations, commençant à évoquer un éventuel accord financier dans la mesure où le procès au civil n'arrivait pas à être retardé. Mais Berthfield n'était pas du tout d'accord avec cette direction et préfère d'ailleurs prendre congé et donner sa démission aux équipes juridiques. De son côté, Michael Jackson affirme un refus catégorique quant à l'idée de régler cette affaire avec un accord financier, déclarant alors simplement « non ». Ils diront que je fais ça parce que j'ai quelque chose à me reprocher. Les avocats décident de confier la tâche à Elizabeth Taylor de convaincre Michael Jackson de trouver un accord financier. Elle ne va cesser de supplier Michael Jackson de trouver un arrangement pour se sortir de là, lui expliquant que malgré son innocence, un procès civil va amener des gens mal intentionnés à dire des choses horribles sur le chanteur qui non seulement n'arriveraient pas à supporter, mais en plus installeraient un doute définitif aux yeux du grand public. Mais Michael Jackson tient bon et ne cède pas. Il ne veut pas d'arrangement financier et veut aller jusqu'au bout pour prouver son innocence. Jusqu'à ce que malheureusement, cette décision lui soit volée. Mais je m'explique. La compagnie d'assurance de Michael Jackson s'intègre à la décision de l'accord financier.
Dans la majorité des contrats d'assurance à responsabilité, la résolution est confiée à l'assureur et l'assuré est exclu de toute négociation si elle considère que l'arrangement est plus avantageux. Lewis Kaplan, avocat de la compagnie d'assurance, explique que les assureurs préfèrent toujours trouver un accord à l'amiable sans pour autant évoquer une quelconque culpabilité de l'assuré. Il s'agit surtout d'éviter une procédure judiciaire qui serait bien plus coûteuse et ainsi réduire les risques dans ce cas précis avec un défendeur valant des centaines de millions de dollars. Donc selon la compagnie d'assurance, il fallait payer car ce serait moins coûteux que d'aller au procès. La compagnie d'assurance ne laisse donc pas le choix à Michael Jackson et un accord va être assez vite trouvé. L'assureur va alors verser près de 15 331 000 dollars versés sur un compte bloqué jusqu'à la majorité de Jordan Chandler. Puis ses parents récupèrent chacun 1 million de dollars. Cependant, dans l'accord, le montant doit rester secret et Jordan Chandler s'engage à ne pas poursuivre Michael Jackson. Tout du moins à ne pas lui réclamer d'argent dans le cadre d'une poursuite au civil. Il est d'ailleurs très important de comprendre qu'à ce niveau de l'arrangement, celui-ci n'empêche évidemment pas Tom Sneddon et l'État de poursuivre Michael Jackson au pénal, pour le faire condamner si toutefois des éléments probants avaient été en possession du procureur. Et c'est l'avocat de Jordan Chandler qui va même confirmer ça. Le plaignant a convenu qu'il abandonnait les poursuites, mais personne n'a acheté son silence. Mon client est libre de témoigner contre Monsieur Jackson dans une procédure criminelle si elle devait advenir. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si Michael Jackson était poursuivi au pénal, Jordan Chandler avait totalement le droit de témoigner contre la star. Et il est extrêmement important de préciser cet élément dans la mesure où il a été l'amalgame de beaucoup de détracteurs de Michael Jackson. Donc encore une fois, vous comprenez bien que l'arrangement financier n'a jamais acheté le silence de Jordan Chandler et qu'en plus de ça, Michael Jackson n'a jamais versé un seul centime de sa poche. Contextuellement du fait qu'il a toujours refusé l'accord financier. Le lendemain, les avocats Johnny Cochran et Larry Feldman organisent un communiqué de presse, déclarant alors « Nous souhaitons annoncer conjointement une résolution mutuelle de cette poursuite judiciaire. Le plaignant a prétendu avoir été victime de gestes inconvenants de la part de M. Jackson, qui a toujours clamé son innocence. Toutefois, le traumatisme émotionnel et les pressions de part et d'autre ont incité les deux parties à réfléchir à la pertinence de donner suite au litige qui les oppose. Le plaignant étant d'accord pour trouver une solution et abandonner les poursuites, M. Jackson continue de clamer son innocence et retire ses allégations d'extorsion, permettant à tout le monde de reprendre une vie normale. Et Johnny Cochran va ensuite prendre la parole. Ces 10 derniers jours, les rumeurs et les spéculations entourant cette affaire ont atteint un seuil critique. Presque tout était faux et outrageant, comme M. Feldman l'a parfaitement indiqué. Michael Jackson a toujours clamé son innocence et son discours reste inchangé. Le règlement de cette affaire n'est en aucun cas une admission implicite de sa culpabilité. Il s'agit d'un homme innocent qui n'a pas l'intention de voir sa carrière et sa vie détruites par des rumeurs et des insinuations. Les tabloïds ont démontré leur soif inaltérable de tout ce qui pouvait être négatif et ont versé d'énormes sommes d'argent à des gens qui avaient peu ou pas d'informations et qui connaissent à peine Michael Jackson. Et de son côté, Tom Sneddon va tout de même continuer l'investigation, mais sans jamais trouver d'éléments. Il voyait tout de même en l'arrangement quelque chose de positif, persuadé que d'autres parents ou enfants voulant leur part du gâteau pourraient se manifester dans les mois à venir. Élément qui, bien évidemment, n'arrivera jamais. Sneddon a d'ailleurs poussé le jeune Brett Barnes, qui avait passé plusieurs nuits à Neverland, pour être la clé de voûte de toute cette histoire. Mais celui-ci, encore aujourd'hui, n'a eu de cesse que de défendre Michael Jackson, du haut de ses 13 ans à l'époque, et continuant d'affirmer que Michael Jackson n'avait au grand jamais eu de gestes inappropriés. Et il faudra attendre le 21 septembre 1994 et plusieurs millions de dollars encore dépensés par le contribuable pour clôturer une bonne fois pour toutes le dossier de l'affaire Chandler. Et suite à l'annonce de la fin de l'enquête, Michael Jackson avait déclaré « Je suis content que l'enquête soit enfin terminée. J'ai toujours affirmé que j'étais innocent, je suis reconnaissant envers toute ma famille, mes amis et mes fans qui ont cru en mon innocence et qui m'ont soutenu. » Cependant, même si l'enquête est clôturée, elle aura fait des dégâts considérables vis-à-vis de l'image de Michael Jackson. Les tabloïds s'en donneront à cœur joie et le regard du public divise toujours quant à savoir si Michael Jackson avait vraiment quelque chose à se reprocher, ne retrouvant jamais l'unanimité qu'il a pu faire aux yeux du monde, laissant encore aujourd'hui des gens dans l'ignorance qui le considèrent comme un monstre. Et très souvent en appuyant le fait que soi-disant Michael a payé le jeune garçon alors qu'il n'en est rien. Que le silence du garçon a été acheté alors qu'il n'en est rien. Et qu'une autre histoire aura lieu 10 ans plus tard alors qu'il n'en est rien. Mais ça on y reviendra. Il faut toutefois noter que l'affaire Chandler a fait évoluer la loi, rendant alors impossible les arrangements financiers dans le cadre d'accusations de sévices sur enfants, permettant à Michael Jackson d'aller au bout de son combat dans l'affaire Arvizo que nous évoquons dans la deuxième partie prochainement.
À savoir aussi que depuis, Jordan Chandler avait coupé les ponts avec son père Evan Chandler, dans la mesure où celui-ci a essayé à plusieurs reprises de lui extorquer de l'argent, et on apprendra par la suite qu'en novembre 2009, Evan Chandler va se suicider, soit à peu près 6 mois après la disparition de Michael Jackson. Des rumeurs couraient d'ailleurs à l'époque comme quoi Jordan Chandler aurait avoué avoir menti, mais je vous confirme que ça n'est jamais arrivé. Vous savez, quand j'ai commencé à parler de Michael Jackson sur YouTube, je me suis toujours promis cette ligne éditoriale de toujours me concentrer sur son œuvre et de ne jamais vraiment tomber dans le piège ou la facilité de parler des fameuses affaires judiciaires. Sans doute avec le sentiment que c'était la meilleure manière de perpétuer son héritage. Et paradoxalement, j'attendais en fait du biopic de Michael Jackson qu'il puisse parler de ses affaires et mettre un petit peu de lumière aux yeux du grand public, qu'on comprenne enfin ce qui s'était passé. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est d'apprendre que le film n'allait pas traiter de ses affaires. Alors bien sûr, le film n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo, je prends un petit peu d'avance, mais je me suis dit que ce serait dommage de ne pas avoir un vrai document qui permette d'avoir toute l'affaire et toute la lumière autour de ça pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Et je sais très bien qu'au travers de cette vidéo, je ne réussirai pas à convaincre tout le monde de l'innocence de Michael Jackson. Cependant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes encore convaincu que Michael Jackson est coupable, c'est que là, vous n'aurez plus d'excuses pour expliquer votre vision du monde. Donc merci de m'avoir écouté, la barre commentaire est bien sûr ouverte, les likes, les boosts également, et pensez à bien vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie de ce reportage qui va concerner l'affaire Arvizo. En attendant, moi je vous laisse, ciao les amis.